Salut, c'est Maxence et bienvenue dans un nouvel épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je vous présente Jade qui est cofondatrice d'Ephémera, un groupe de restaurants éphémères et immersifs. Ils ont pour l'instant 3 restaurants à Paris sur le thème de la jungle, de l'espace et des fonds marins. Bonjour. Ça va Jade? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va super, je suis hyper content de te recevoir. Plaisir partagé. On va passer une petite heure ensemble et l'idée c'est de balayer un peu ton parcours, ce que tu fais avec Ephémera, la vision que tu as de la restauration immersive, la vision que tu as pour Ephémera, le recrutement, enfin bref, j'ai plein de sujets pour toi. Ce qu'on peut faire déjà pour commencer, c'est que tu te présentes tout simplement et puis on part de ça. Et bah super, je m'appelle Jade, j'ai 25 ans et je suis une des fondatrices du groupe Ephémera, qu'on fait des restaurants immersifs, très sympa. Trop bien, donc là vous êtes à Paris pour l'instant. Exactement. Mais ça a commencé à Lyon je crois. Exactement. Donc, on part de loin je crois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Oui, en fait on a fait l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Life maintenant. Ouais, ça a été renommé, j'ai vu. Ça a été renommé. Donc on a fait l'Institut Paul Bocuse, Loris, Anaïg et moi-même, on s'est rencontrés à l'école tout simplement. Ouais. À l'Institut, tu as 2 filiales à l'époque, en tout cas parce que ça change régulièrement. Tu avais la filiale art culinaire et la filiale management de l'hôtellerie et de la restauration. Et avec Anna, on a fait la filiale management et Loris a fait art culinaire. Et en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que Loris, avec un groupe de copains, ils voulaient faire un restaurant éphémère Place Bellecour pour mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à l'école. Et ils avaient besoin de personnes pour leur donner un coup de main. Donc ils nous ont contactés avec Anna et on a fait ça. On était une dizaine à la base et donc on a fait un resto éphémère pendant 48 heures parce qu'on n'avait pas du tout de moyens pour acheter de resto et de fil en aiguille après il y a eu 10 000 sujets, enfin il s'est passé tellement de choses mais en gros le commencement ça part de là quoi. Donc ça part de vous 3? Alors même honnêtement c'est pas ça, c'est que c'était même pas Anaïg et moi à la base, ça part de Loris avec un groupe de copains qui faisait ça pour le kiff pendant 48 heures et l'idée c'était vraiment que ça dure 48 heures et que ça s'arrête après et nous avec Anna on était les 2 seuls par contre parce que Loris avec ses copains ils étaient sur la partie culinaire, ceux qui faisaient tout le menu et nous avec Anna l'idée c'était de dire ok on vous donne un coup de main, par contre on veut aller au-delà que de faire du service, on va évidemment le faire mais faut qu'on aille négocier les vins, faut qu'on aille faire de la communication pour qu'en fait on soit complet sur ces 48 heures, faut que ça fonctionne quoi. Et du coup c'était un projet, on avait 20 ans, on voulait faire un peu de sous pendant 48 heures et, il y avait un thème déjà ou c'était et en fait voilà, alors la difficulté c'est que c'était pas du tout immersif parce que pour 48 heures, on pouvait pas créer de capsules comme on peut le faire aujourd'hui. En revanche, t'avais... alors, ça s'appelait... attends que je te dise pas de bêtises. En fait, c'était sur le trompe-l'œil. Donc, en gros, il y avait quelque chose d'un peu sympa, d'expérientiel au niveau de la... Ça s'appelait Désillusion, au niveau de l'assiette. Donc en fait, tu commençais par un consommé de queue de bœuf dans une tasse en café. Alors normalement, tu finis par ton café. Tu vois. Il y avait un truc un peu cool comme ça. Par contre, il y avait absolument rien d'immersif comme on l'entend. En revanche, c'était une librairie-restaurant. Donc il y avait un truc un peu particulier. Et donc on a commencé comme ça. Et à la fin de ces 48 heures, du coup... on s'est éclaté et j'ai demandé au groupe est-ce que ça vous botte, on en refait un autre dans 3 semaines et en fait tout le monde m'a dit non. Ah ouais. sauf Loris et Anaïg. Et du coup tout le monde a dit non, on a fait ça pour le kiff 48 heures, on va pas, enfin notre vie ça va pas être de faire des restos éphémères tous les 3 semaines. Mais toi t'avais surkiffé. Et moi j'avais trop kiffé, ça avait cartonné et en fait pour tout te dire je faisais des extras à côté en tant que serveuse tu vois dans des restos et en fait je m'étais dit punaise ça cartonne, ça marche super bien et je pense que j'avais aussi pris énormément goût au fait d'être un peu à mon compte de manière 48 heures. Projet, quoi. Donc en fait je m'étais dit autant relancer ça plutôt que d'aller faire des extras à droite à gauche. Les gens adorent et puis j'y prends goût en fait. Enfin je suis tombée dedans tu vois de manière hyper par hasard, tu vois. Moi on me demande souvent est-ce que t'es entrepreneur depuis que t'as 6 ans et demi, je leur dis tellement pas. Toi tu voulais aller aux Maldives faire de l'hôtellerie. Je voulais faire de l'hôtellerie, tu vois. Peut-être pas aux Maldives, mais en tout cas j'étais dans le côté quand même commerce, mais je t'avoue que je pensais pas du tout créer une boîte à 20 ans. Enfin, déjà, je pensais surtout pas que ce projet de 48 heures allait autant déraper. Clairement. Et donc après, 3 semaines après, vous en avez refait un ou on en refait un autre, donc Loris, Anaïg et moi. Et j'ai demandé à 1 ou 2 copains qui viennent nous donner un coup de main. Et en fait, ça a cartonné. Tous les clients du premier étaient revenus au deuxième. Trop bien. Et donc là, comment on a fait pour avoir le local en fait, on allait voir des restaurateurs qui fermaient le week-end pour leur demander est-ce que vous pouvez nous prêter votre local. Et donc, il y a une dame qui s'appelle Stéphanie qui avait un local à Croix-Rousse à Lyon qui me dit écoute je te le prête 48 heures et donc on lance un 2e restaurant qui s'appelait Show Culinary et en fait on faisait de cuisine ouverte et on faisait alors pareil il y avait rien d'immersif du tout mais c'était un truc un peu expérientiel si tu vois je peux utiliser le mot expérientiel
Et donc on fait ça cartonne. Et à la fin, on se dit putain, mais il y a un truc. Maintenant, il fallait craquer le truc parce que de manière. Alors, on a essayé de l'éphémère au début, d'où le nom éphéméra, de manière plus concrète. Et en fait, c'était absolument pas businessment parlant, ça marchait pas quoi. Et donc en fait, à la fin de ce deuxième restaurant éphémère, on avait un sujet, c'est que Loris à l'Institut Paul Bocuse, vu que lui, il était en art culinaire, son cursus durait 3 ans, et nous avec Anaïg, ça durait 4 ans. Et donc en fait, on avait une année de plus à faire à l'école. Et donc Loris, il est parti dans un 2 étoiles à Paris pour travailler, et nous avec Anaïg, on avait un stage à faire. Donc en fait, on a décidé de faire notre stage à Paris et de suivre Loris pour lancer ce projet. Donc on faisait notre stage la journée et le soir on bossait avec Loris. Et donc la difficulté, c'est qu'il fallait aussi négocier avec mon directeur pour qu'il puisse accepter qu'on n'aille pas trop à l'école. Donc en fait, bosser sur le projet. Anaïg faisait les cours et moi je copiais. Ah ouais, ok. J'espère que M. Jardien ne va pas écouter ce podcast. Mais moi j'ai fait 2 heures de cours ma dernière année, tu vois. Mais j'ai quand même eu l'année parce que on bossait. J'allais pas faire la fête et boire des verres d'eau. Et là on est en quoi? On est en 2019, 2020? On est en 2020. 2020, ok. Ouais. Et donc janvier 2020, je crois, vous montez la boîte. On crée la boîte en janvier 2020. Okay. Magnifique année, février, Covid, bim. Ouais, ok. Donc voilà. Donc ça vous stoppe net du coup. Alors en fait, pour t'expliquer la petite histoire de comment on est passé de ces 2 restos éphémères à quelque chose d'un peu plus pérenne après, on a un prof qui nous donnait des cours à l'école et il va fumer une clope, je vais le voir et je lui dis tu connais pas quelqu'un? Moi je connais personne à Lyon pour me mettre à dispo un local. Et il me dit écoute Jade, lui il nous donnait des cours en architecture pardon, et il me dit écoute Jade, moi j'ai un mini local où tu peux mettre 10 places assises, je peux te le mettre à dispo, mais c'est comme un incubateur, enfin dans 6 mois, il faudra après que tu laisses ta place. Et du coup, il nous a mis à disposition ce local en janvier 2020. Et ça s'appelait la Cuisine. Et on s'est dit, ok, écoute, on a 6 mois, tous les mois, on change de thème et on fait un resto immersif à l'intérieur. Et donc, on lance en janvier 2020 The Chocolate Factory sur le thème de Charlie la chocolaterie, avec tellement les moyens du bord. Ce premier resto qui nous a coûté 220 €. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, on a fait du partenariat avec des boîtes. En parallèle de mes stages à Paris, je contactais des centaines de boîtes pour qu'ils nous filent des choses gratuitement. Je pense qu'en fait, au début du projet, j'ai été hyper investie, et évidemment je le suis encore, mais là Anaïg qui était peut-être un peu plus discrète sur cette partie-là, aujourd'hui quand Anaïg a 70% du job sur Ephémera, gère toutes les opérations, etc. Mais c'est vrai qu'au début il y avait peut-être plus une partie commerciale, et c'est un truc qui me fait bien kiffer. Aller démarcher, me prendre des portes et tout, ça me fait rire. Et du coup donc c'est moi qui suis allée contacter les boîtes, et je me suis pris énormément de portes. Et par contre dans le lot, et je peux lister, il y en a 3-4 qui nous ont sauvé la vie quoi. Guy de Graines qui nous ont prêté 6-7 000 € de vaisselle gratuitement. Incroyable. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter. On a Loca Cuisine qui nous a filé une cuisine en fait gratos. Eux ils sont spécialisés dans la location de cuisine. Et donc tu vois, en embriquant comme ça, on a créé notre premier resto. On avait fait une collab avec une confiserie à Lyon qui nous a filé des gros bonbons qu'on venait coller sur les murs, mais c'était très 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 artisanal. Hein. Il n'y avait pas de vidéo proche, il n'y avait rien. Donc voilà, et donc on ouvre ce premier resto. Ok, donc là ça cartonne. Ouais, ça cartonne. En 24 heures, on est complet sur tout le mois, mais attention. Comment t'expliques ça du coup? C'est quoi? C'est du marketing qui était parfait? Ouais, il y avait du marketing, mais alors parfait absolument pas, parce qu'on n'avait pas de budget pour et on était, enfin tu vois, en fait on sortait de l'école, donc on n'était pas excellent en marketing. En revanche, pareil, Antoine du Bonbon Lion qui m'a bien sauvé. Je suis rentrée en contact avec le gars qui était à l'époque à la rédaction du Bonbon Lion. Et il nous a fait des articles, et le Bonbon Lion à Lyon c'est hyper puissant. Et donc ils ont sorti un article, un restaurant éphémère sur le thème de Charlie la chocolaterie par des étudiants de l'Institut Paul Bocuse. Terminé. Il y avait je crois 1000 commentaires, et donc en fait on a été complet sur tout le mois. Après attention à minimiser, on faisait 10 places assises, donc on faisait une 20aine de couverts par soir. Mais hyper encourageant du coup. Mais trop content, tu vois. On était super contents, donc on a commencé à 3. Donc Anaïg et moi on était en salle et Loris était en cuisine, et on faisait nos 20 couverts par soir, tu vois. Ok. Fou. Et donc ensuite, le Covid arrive. Ouais, Covid en février. Donc là, ça vous freine. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on devait changer de thème, tu vois, tous les mois on devait changer de thème. En février, on avait fermé Charlie la chocolaterie, et on avait 3-4 jours pour modifier le local et pour faire le thème palette. Donc on avait fait une collab avec un street artiste, et l'idée c'était de faire un truc autour de l'art. Et on va pour tout le restaurant était refait quoi. Et Covid. Donc là c'est l'enfer, faut payer le loyer, et puis surtout nous on avait dit à nos parents on va créer des restos à thème à 20 ans. Moi je me souviens encore de la gueule de mon père. Il faisait un infarctus quoi, il m'a dit ok, par contre si t'entreprends pour faire des restos à thème, faut que
tu sois capable derrière de... Enfin, tu te rends pas compte. Les salaires, ça coûte cher. Quand tu te sors un salaire, c'est le double. Les loyers, enfin, tu vois, c'est la vraie vie, quoi. T'es plus à l'école. Et donc, fallait trouver une solution pour le Covid. Donc, on a fait de la vente emportée. Ok, pendant toute la durée du... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était au mois de février, et puis j'ai dit à Lolo... Loris, il a fait la gueule parce qu'on sortait de l'institut. Lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui est passionné. Il va ouvrir son resto un peu gastro, là. C'est un mec passionné par les choses très pointilleuses, tu vois, le gastro, l'étoilé. Et je lui ai dit, écoute, on est au mois de février, faut qu'on fasse des raclettes, en fait. Parce qu'il faut qu'on paye le loyer. Donc, on va faire une raclette bowl hyper canon. Par contre, toujours avec la même ADN, avec Anaïg, et Loris, on était hyper d'accord de faire toujours des très bons produits quali. Par contre, on voulait toujours rendre ça hyper accessible. Ce qui est cool, c'est que ça n'a pas changé. Et donc, on a fait une raclette bowl à emporter à 13 €, je crois. Et ça a cartonné. On s'est fait... Et donc, en fait, on faisait de la raclette à 3. Et pour tout te dire, on a même commencé dans l'appart de Loris parce que la cuisine était trop petite. Donc, on faisait de la raclette bowl dans l'appart de Loris. Et après, on mettait sur les plateformes. Et il pouvait pas dormir chez lui parce que ça sentait la raclette. Mais alors non, attends, détrompe-toi, on voulait pas passer par les plateformes parce que il nous prenait trop de frais. Et donc, on allait livrer avec Anaïg dans ma petite Smart. Incroyable. Et on disait aux gens, mettez 40 minutes, pas du tout, mettez 10 minutes à 160 dans votre four. Ah ouais, ok. Vraiment, tu vois, les galériens. Donc on a commencé comme ça, et la raclette bowl a explosé. Donc Antoine, mon copain, m'a fait un article sur la raclette bowl. Ça a cartonné. Le fameux Antoine. Et du coup, on s'est retrouvés à vendre plein de raclette bowl, et ça nous a sauvés. Et du coup, après, on a lancé One by Ephemera. L'idée, c'était de se dire, ok, la raclette bowl, ça a duré 1 mois, c'était très bien. On avait lancé ça de manière éphémère. On va lancer une marque, parce qu'en fait, la raclette bowl, on l'avait pas lancée sur Ephemera pour une question d'image de marque. On se disait, les gens vont pas comprendre, on fait de la raclette. Et du coup, on voulait vraiment juste essayer de survivre à cette période, quoi. Et du coup, on a créé un concept qui s'appelait One by Ephemera. D'ailleurs, il y a encore le compte Insta, je me souviens. Et l'idée, c'était de faire un produit en édition limitée une seule fois, tous les mois. Et donc c'est là où on a fait le kebab un peu gourmet avec Antonio et Marco à Lyon. On a fait le croque-monsieur. Enfin, on faisait vraiment un produit en 1 mois. Et du coup, on a fait ça pendant toute la durée du Covid, et ça a très très bien marché. On vendait 300 à 400 produits à 3 par jour, tu vois. Donc on s'est fait tuer, et en fait, c'est grâce à la vente emportée qu'on s'est fait connaître derrière, et qu'on a eu des opportunités pour ouvrir à Lyon. Et ensuite, du coup, donc là, on laisse passer le confinement. Donc là, vous bossez à fond depuis votre appart. Exactement. Et ensuite, à quel moment, du coup, il y a l'opportunité d'ouvrir à Paris? À quel moment il y a l'opportunité de commencer à... En fait, on a eu 2 projets avant. Je vais essayer d'aller assez vite parce que... Mais en fait... à la fin du Covid, à la fin des 6 mois, notre bailleur, du coup, notre prof nous dit, les filles, moi j'avais signé avec des autres personnes à côté, donc au mois de juin, vous devez laisser le local. Donc en fait, on se retrouve à la rue avec Loris et Anaïg. Et donc là, on achète notre premier local à Lyon, qu'on arrive à avoir un prêt auprès de la banque. Le banquier ou la banquière, tu lui vends quoi comme histoire? Le banquier, je lui vends le premier resto immersif, et qu'en fait on est dans un moment où, avec même la montée du digital, etc., les gens, ils veulent vivre une vraie expérience et qu'ils veulent arrêter de faire des choses basiques, tout en... Attention, je le dis toujours, c'est trop important. Avant toute chose, nous, l'immersion, c'est hyper important, ça fait partie de notre concept, mais 99% de nos journées, c'est de travailler sur notre métier, la restauration. Donc, on n'a absolument rien de différent d'un restaurant, mais il y a ce truc en plus, tu vois, ce monde un peu de faire voyager nos clients. Et t'avais besoin de combien de... On a fait un prêt de 140 000 € à l'époque, sauf que on s'est fait arnaquer, le local n'était pas aux normes, donc on n'a jamais pu ouvrir. Ah ouais, ok. Ouais, donc on a fait tous les travaux dedans. Pour tout te dire, on a gagné le procès il y a 1 an. En fait, on n'avait pas de gaine d'extraction, et donc on a eu les voisins toute la journée sur notre dos qui voulaient pas qu'on ouvre parce qu'ils avaient des odeurs. Et du coup, on n'a jamais ouvert. Donc on a fait tous les travaux pour ouvrir Abyss à la fin du Covid, qui est en fait le Under the Sea d'aujourd'hui. Et le resto n'a jamais ouvert. Ah ouais, terrible. Mais du coup, tout le travail que vous avez fait sur Abyss, vous pouviez un peu l'utiliser pour Under the Sea. C'était pas si facile que ça. C'est qu'on a changé de studio parce que, pareil, en fait, c'était au tout début, donc on a testé un studio, mais en fait, on est rentré dans le resto, il y avait les écrans, t'avais Windows, en fait, tout buguait. Parce qu'en fait, on n'avait tellement pas de moyens financiers. On était 3, quoi, qu'on avait ce prêt-là, et du coup, qu'on avait mis 10 000 € dans le studio immersif, quand aujourd'hui... ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, on n'avait pas les mêmes moyens. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Quand tu n'as pas de financement, tu galères. Et donc, on avait un restaurant. Et en fait, je vais te dire, on était même assez contents qu'il n'ouvre pas parce que... ça aurait un peu dégradé le truc. Il était un peu bancal, le resto, tu vois.
Après, attention, on cartonnait quand même, donc je pense que ça aurait bien marché d'ouvrir ce resto. Mais donc voilà, et donc en fait, c'est là où qu'on a contacté notre premier investisseur, Xavier Niel, et qui fait qu'on a réussi à monter à Paris. Alors même entre-temps, on a fait un autre restaurant éphémère à Lyon Pardieu pendant 1 an et demi. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, à la fin de ce Covid, du coup, on a la Pardieu qui nous a contactés en nous disant on a vu la vente emportée et tout. Est-ce que ça vous botte? On a un local à la Pardieu pendant 1 an et demi, donc on se dit ok, c'est encore de l'éphémère, mais on n'a pas le choix, on peut pas acheter de resto. Et donc on a ouvert à la Pardieu sur le thème d'Avatar. Ça a très très bien fonctionné. On a embauché nos premiers 20 salariés et on est passé de 3 à 20 et on a ouvert ce restaurant pendant 1 an et demi, ça a cartonné. Et après, et en fait, comment on est arrivé à Paris? Donc, pour la petite histoire, on a inventé des adresses mail. Je suis rentrée en contact avec Xavier Niel parce que je savais même pas qui c'était à l'époque. Tu lui envoies un mail sans le connaître, quoi. Ouais, en fait, c'est digne d'un film cet épisode, mais c'est vraiment réel. On était en train c'est le jour où on a eu la procédure pour le local à Lyon, dont je te parlais. Et donc Anaïg m'appelle et elle me dit Jade, mais c'est pas possible, on va mourir, quoi. Ouais. Et là, on se rend compte que le premier local où on a mis 140 000 euros dedans, on peut pas ouvrir, on va finir comment? Et en fait, il pleuvait des cordes. On avait loué un camion pour faire le déménagement parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir du coup dans ce local. Et en fait, elle casse le camion. Je m'en rappelle comme c'était hier. Elle pète le camion et il nous restait peut-être 2000 balles sur le compte. Et en fait, on a eu 2000 euros de réparation. Et donc, je l'attends. Et d'ailleurs, elle me dit Jade, tu veux pas venir avec moi? Et je lui dis non, faut qu'on trouve des solutions. Donc, va ramener le camion. Et elle me dit s'il te plaît, Jade. Je pense qu'on avait besoin de soutien mutuel. On était en galère. Et du coup, elle ramène le camion et moi, je l'attends dehors. Il pleut. Et là, je tombe sur la story d'une nana qui s'appelle Élise, qui met en story le fait que Xavier Niel ait répondu à son mail pour sa free. Et je me dis, c'est qui Xavier Niel? Et je vais sur Google et je me rends compte que c'est un grand chef d'entreprise. Et en fait, à l'époque, j'avais même pas, on n'avait pas, je le contacte même pas pour de l'argent, mais c'était vraiment, mon mail est catastrophique. Il y a une faute d'orthographe à la première phrase. C'est quoi ton objet? Je ne vous harcèle pas. En fait, vu que j'avais inventé 10 adresses mail, je me suis dit, si le gars a plusieurs mails, il va recevoir 6 mails de moi, il va se dire, c'est qui cette tarée? Et du coup, le mail, c'était dernière fois promis, parce que je l'avais spammé. Et du coup, je lui fais un mail, bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 20 ans, et en fait, on galère, je fais des restos éphémères, mais là... Et il me répond, en fait. Il te répond? Il me répond, il est réputé pour ça, en 1 heure. Ouais. Et il me dit, salut Jade, bravo, je te mets en contact avec Jean de la Roche-Brochard, qui est à la tête de Kima. Qui est la partie fonds d'investissement. Qui est la partie fonds d'investissement, mais moi je ne sais pas ce qu'est une levée de fonds, je ne sais pas ce qu'est un fonds, je comprends rien à ma vie. Et du coup, Jean m'envoie un mail et on fait un call, quoi. Un call, ouais. Et du coup, il me dit, écoute Jade, pour être honnête, on n'investit pas du tout dans la tech. On n'investit pas dans la food, on investit que dans la tech, mais raconte-moi ton histoire. Et je pense qu'il a eu pitié de moi, en fait. Non, mais c'est vraiment honnête, parce que les gens me disent, mais genre, non, il a eu pitié de moi, genre. Et du coup, ça a été il a mis un ticket dans Ephémera, et donc ça a été notre premier investisseur. Et là, t'avais pas encore le plan d'aller à Paris? Rien du tout. Et en fait, d'ailleurs, j'ai vu Jean il y a 2 mois, on buvait un café, et il me dit, en fait, avec vos kebabs, je me suis juste dit, je comprends, qu'est-ce qu'ils foutent, ils sont en train de faire il est venu manger dans un de vos restos ou pas? Jean, je crois pas. Même pas? Par contre, Xavier, oui. Il était à l'ouverture d'Under the Sea. Excellent. Trop sympa. Il s'est libéré. Trop bien. Et du coup, là, vous recevez l'investissement? Et du coup, on reçoit... Kima, ils sont réputés pour mettre des tickets de 150 000 euros. Ouais. Donc, on reçoit 150 000 euros. Mais en fait, c'est pas tant ça. C'est surtout tout ce qui se passe autour. Tu veux dire le réseau, tu veux dire l'accompagnement? Le réseau, c'est fou. À chaque fois qu'on parle de ça, je suis toujours hyper émue. Mais en fait, le réseau... en fait, quand t'as 20 ans et que on connaît personne. Enfin, tu vois, moi, mes parents, ils sont pas du tout dans la restauration. Les parents de Anaïg et Loris, pareil. Et donc, en fait, t'as besoin d'un bon avocat, d'un bon comptable. Enfin, tu vois, je me rappelle, Jean, on avait besoin d'un bon expert comptable. Bim, il te met en relation. Et en fait, t'es hyper bien... t'es calé, enfin t'es hyper bien accompagné et c'est le plus important en fait sur le papier, c'est pas eux qui vont te dire quelle stratégie faire, ils ont tellement de travail à côté, on fait partie de Kima, ils investissent dans tellement de boîtes, mais c'est en fait, je pense que déjà intérieurement tu te sens plus fort, tu vois, il y a tout un truc qui se passe en humainement parlant, et pour le coup ils ont été tellement sympas avec nous, enfin moi j'ai eu l'impression d'être vraiment prise un peu sous leur aile, quoi. Donc et du coup derrière en fait Xavier donc Jean m'a mis en contact avec Victor Legueur,
fondateur de Big Mama. Et ce qui est hyper drôle, c'est que moi, j'étais une fan de Victor. Quand j'étais à l'Institut, je passais mes soirées à regarder des vidéos Excellent. de lui sur Big Mama. Et donc, quand j'ai rencontré Jean, il me dit est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais rencontrer en restauration ? Et je lui dis, moi, je suis une fan de Victor Leguer. Et il me dit, mais je connais très bien Victor, donc je te mets en contact avec Victor. Et en fait, Victor, qui est devenu un très très bon copain maintenant. Et donc, Victor m'a mis en contact avec Clarisse Fréchon, Clarisse Ferreres-Fréchon, qui est notre agence de presse, qui est l'agence Melchior. Et Clarisse nous a mis en contact avec les frères Karmitz du groupe MK2. Et en fait, c'est comme ça que les frères Karmitz nous ont dit, nous, on croit à fond en l'immersion. On a un local à côté de notre cinéma dans le 13e. Venez visiter. Donc, on a pris un train avec Anna et on est allé visiter à Paris. Et après, c'est le début c'est le début du vrai éphéméra parce qu'en ouf. fait, on a créé il y a 4 ans, mais la réalité, c'est que le premier vrai resto Under the Sea, il a 2 ans et demi, tu vois. Ouais, 2022. Ouais, 2022. Il a eu 2 ans et demi, là, il y a 2-3 mois. C'est fou. Au mois de mars, tu vois. Et de base, il devait être éphémère, Under the Sea, ou vous saviez que c'était un peu pour Non, il est éphémère en fait. Il est éphémère, ok. Il ferme en janvier, mais à la base, on devait rester qu'1 an et demi et on a réussi à gratter avec Elisha et Nathanaël. Excellent. On a gratté 1 an de plus, mais derrière, ils ont un projet. On n'a malheureusement pas le choix de partir. Ils ont un projet derrière nous, donc on s'en va, mais expérience incroyable. Enfin, ils nous ont permis de nous lancer, tu vois. Parce que là, vous étiez 20 du coup à ce moment-là. On était 20 et donc en fait on a dû déménager de Lyon à Paris. T'as Ouais. des soucis de salariés en fait. Qu'est-ce que tu fais de tes 20 personnes? Il y en a plein qui veulent pas bouger et on arrive à Paris, on a embauché nos premiers 50 salariés parce que du coup on est passé d'un resto de... On a triplé quoi en termes de taille. Under the Sea c'est 400-500 couverts par jour. Donc on a recruté le double quoi. Donc voilà. Comment vous avez fait pour apprendre à opérer des restaurants aussi grand, parce que vous l'aviez déjà fait avant? Comment ça s'apprend juste sur... non, mais jamais. Enfin, tu vois, on était à l'école. Non, jamais. L'histoire là, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est énormément d'apprentissage sur le tas, mais par contre, comme dirait Anaïg, elle le dit tout le temps, c'est la meilleure école. On a tellement appris, c'est les dents, juste hallucinant. On a tellement appris, on s'est tellement rétamé. On est arrivé à Paris avec Under the Sea, on faisait un menu un peu gastro parce qu'on voulait pas aussi... Loris, c'est ce qui l'animait. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, l'immersion, c'est absolument pas ça. Ce qui nous faisait kiffer, c'était plutôt de faire des restos hyper accessibles, avec de la très bonne bouffe, où on fait tout maison avec des très bons produits. En revanche, on voulait pas vendre le menu 50 €. Si tu viens manger chez Ephémera, ton ticket moyen, il est à 30 €. T'as entrée plat dessert pour 40. On a les mêmes prix qu'un restaurant traditionnel. Et donc, mais on a eu ce changement d'offre aussi. Donc en fait, quand t'as 50 personnes qui sont rentrées dans ton resto, pour l'offre aussi un peu semi-gastro, tu perds toute ta cuisine déjà. Donc en fait, je pourrais te sortir 10 000 exemples, mais on a eu effectivement énormément on a dû s'adapter et on a fait tellement de conneries. Je sais même pas comment on a pu faire ça. C'est quoi la plus grosse connerie que vous avez... La plus grosse connerie, elle est très simple. Under the Sea devait nous coûter... Under the Sea devait nous a coûté 1,6 million et on a fait un prêt d'1 million. Donc il y a eu 600 000 qu'on ne savait pas. Et en fait c'est l'enfer. Anaïg n'a pas dormi parce que c'était elle qui gérait toute la partie compta et tout pendant genre 6 mois parce que heureusement le resto cartonnait, donc tous les mois on remboursait parce qu'on rentrait du cash, mais si ça marchait pas, mais en fait là je serais même pas en France, j'aurais pris un billet d'avion, je serais partie Amérique du Sud. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi beaucoup de naïveté quand t'entreprends jeune. Pour faire ça, faut être même inconscient. Là, avec du recul, je me dis, mais t'étais dingue. Et en fait, on y croyait trop, donc tant mieux. Mais donc ça, c'est clairement la plus grosse connerie de pas du tout anticiper tes capex. Et en fait, pour tout te dire, à l'époque, on avait même envoyé un mail à Elisha et Nathanaël pour leur dire, vous pouvez pas nous prêter 200 000 €, on vous les rembourse tout de suite. Et ils nous avaient dit, mais attendez, votre resto, il va pas vous coûter 200 000 €, ça va coûter beaucoup plus. On parle de 800 mètres carrés. Non, vous inquiétez pas. Et en fait, déjà de base, on n'avait tellement pas anticipé combien un restaurant coûtait, en tout cas un resto immersif comme on l'entend et comme on les fait aujourd'hui. C'est quoi ta vision sur l'immersion, si on vient un peu sur le cœur de ce que vous faites? Alors tu m'as dit qu'effectivement votre métier c'est quand même d'être restaurateur de base. Ouais, vraiment. Mais du coup la partie immersion, c'est quoi un peu la vision que tu as là-dessus? Comment vous avez itéré sur à quel point ça doit être immersif ou pas trop immersif? Tu vois, comment... C'est une bonne question parce que pareil, tu me parlais d'erreur ou autre. Au début, l'immersion, on savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, on s'est calé sur un modèle qu'on duplique où on sait que pour nous une très bonne immersion c'est un mix d'un décor hyper réaliste, mais ça c'est la volonté d'Anaïg et moi. Alors aujourd'hui je dis Anaïg et moi parce qu'on s'est séparés de Loris en excellent terme, c'est un de nos meilleurs copains, mais en fait on a changé d'offre et du coup Loris il s'éclate comme je te disais en gastro etc. Donc on sait plus ce qu'on fait et du coup avec Anaïg
aujourd'hui, on a toujours voulu créer des box, enfin, j'aime pas ce mot, mais des mondes des bulles avec un mix de décors réalistes et de vidéoprojection. Nous, on n'a absolument pas envie, et je sais que c'est ce qui se développe et c'est ce qui fait beaucoup. La vidéoprojection, on l'utilise, mais pour nous, l'immersion, elle doit rester réelle, et en fait, on doit quand même titiller les émotions des gens, et on n'avait pas du tout envie de faire des lieux 100% que digital. Et donc, pour moi, la vision de l'immersion, elle est... Je pense que les gens ont clairement envie et ont une appétence pour le fait d'avoir des choses qui changent et le fait de vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire. Maintenant, je dirais qu'en fonction de ton positionnement aussi et de qu'est-ce que tu proposes à tes clients, tu dois pas avoir la même offre. Je prends l'exemple d'un Paul Perret à Shanghai, 3 étoiles Michelin, où je sais que l'expérience est absolument incroyable, mais on est sur des menus à 800, 1000 euros. Donc en fait, c'est toujours la même chose. C'est quelle est ta balance entre ce que tu proposes, le prix que ton client final va payer et en fait l'expérience que tu lui amènes. Et je crois qu'aujourd'hui on a un très bon juste milieu. On peut évidemment toujours faire mieux, et d'ailleurs c'est l'objectif des prochaines années, c'est de pousser encore plus l'immersion. Mais quand je vois notre premier resto Charlie à chocolaterie donc, mais l'idée c'est de comment tu arrives à proposer une expérience hors norme à tes clients, tout en ayant des prix hyper attractifs et tout en n'oubliant pas qu'on fait de la restauration. Donc moi je peux te donner ce que je vois dans la resto. Maintenant il y a plein d'expériences immersives de partout. Tout ce qu'on voit, c'est que les gens, en tout cas c'est ce que je pense, je crois qu'on a envie de leur faire vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Bah, je pense que tu t'en rappelles quand tu vas chez Ephémera. Ouais, ça sort du lot. J'espère, en tout cas on travaille pour, tu vois. Là aujourd'hui vous avez 3 restos. Ouais, on a 3 restaurants. À Paris. Ouais. C'est quoi un peu la suite? Comment tu vois le développement du groupe Ephémera? Écoute, on a des ouvertures qui arrivent en France. Comment je vois le développement? Nous, on a vraiment pour ambition de faire une marque hyper innovante déjà, de par le projet certes, mais même en interne, on essaye de faire les choses un petit peu différemment. Et deuxième chose, ce qu'on a surtout envie de faire, c'est continuer à faire rêver nos clients. On draine à peu près 1000 couverts jour, et on sent qu'on fait kiffer des familles, des couples, des enfants, des personnes qui peuvent faire 1h30 de route pour venir chez nous. Et en tout cas, on n'a pas du tout envie de perdre ça, et tout en continuant d'avoir un développement qui fait kiffer aussi bien nos équipes que nos clients. Et moi, j'ai pas non plus envie d'ouvrir que dans des villes, Paris, New York, Londres, absolument pas. L'ambition d'Ephémera, c'est aussi d'aller dans des villes. Là, on va ouvrir à Lille, on va ouvrir à Angers, qui sont pas des grandes villes. Enfin, Lille, si, mais tu vois, Angers, c'est une ville, petite ville de province, qui est une plus petite ville. Moi, je suis lyonnaise à la base. J'ai trop envie d'ouvrir à Lyon. Ouais, j'imagine. Enfin, tu vois, t'as tout un truc où ce qui nous fait kiffer, c'est vraiment de se dire qu'on crée des lieux. On sait qu'on arrive à faire quand même déplacer les clients, et ça c'est trop bien, parce que tu viens pour une expérience, et tout en gardant la qualité de ce qu'on fait quotidiennement. Et je dirais que c'est la chose la plus difficile, hein. On fait de l'humain, donc en fait la restauration, on a les mêmes problématiques que n'importe quel autre restaurateur, tout en ayant aussi toute cette dimension immersive. On a envie d'aller encore plus loin, on a vraiment toujours envie de ça. On le voit, hein, déjà tu le vois d'Under the Sea à Jungle Palace, mais il y a toujours cette difficulté que, encore une fois, quand tu vends des menus, des plats à 20 euros, où tout est fait maison et de saison, tu peux pas non plus faire des lieux avec une expérience où tu as de la VR, tu vois ce que je veux dire, tout ça a un coût. Et je crois qu'on a trouvé la bulle parfaite de créer des lieux extrêmement immersifs où tu te déconnectes, et en fait tu le vois, les clients quand ils rentrent, ils se prennent une claque, ils ouvrent la porte, ils ont tout de suite le côté waouh, tu vois, tout en n'oubliant pas nos bases, qui fait qu'il faut quand même comment tu fais du volume, comment tu vois, il y a tout un truc un peu plus technique, un peu opérationnel, quoi. Par curiosité, entre le moment où tu te dis ok, on va ouvrir un restaurant, je sais pas, à Lille, à Angers, et le moment où il l'ouvre, c'est quoi un peu les grandes étapes? L'immersion typiquement, est-ce que c'est vous qui la pensez, ou est-ce que vous travaillez avec un studio externe? Ensuite la vaisselle, je sais qu'il y a une personne qui gère la décoration, qui est une personne que t'aimes beaucoup, Henriette. Curieux de voir un peu les grandes étapes et qui bosse aussi là-dessus. Alors déjà, nous en interne, on a Lina, que tu connais. Enfin, je la connais pas, mais qui est une très bonne pâtatoire. Qui est ma meilleure amie, qui gère toute la partie de développement. Et donc elle est sur toutes les ouvertures. Et donc comment on ouvre un restaurant, et c'est un petit peu la difficulté des lieux Ephémera, c'est qu'il y a énormément de personnes sur le projet, une quarantaine, entre le son, la lumière, le studio immersif, la décoration, et comment t'embriques tout ça, et toute la partie aussi purement travaux, cuisine, enfin tu vois. Et donc Lina travaille avec plein de partenaires différents, brillants, qui nous suivent. C'est les mêmes depuis pas mal de temps maintenant. En tout cas, on a fait, petit à petit, tu vois, t'en as un ou deux qui... Mais sur le papier, on a une bonne équipe maintenant qu'on arrive à consolider. Et du coup, c'est comment t'arrives à embriquer ça. Et donc, en fait, t'as une phase
déjà, alors nous on rentre dans un lieu avec Anaïg et on se dit ok, il faut faire ce thème. Ça c'est plutôt nous qui donnons un peu le tempo. Par contre derrière, on fait confiance à 100% au studio, on fait confiance à 100% à Henriette. Et derrière, il y a Lina qui est un petit peu le chef d'orchestre et qui emboîte tout ça. Excellent. Mais on a, je dirais, tu vois, t'as 8 mois à peu près, donc c'est pas si long, où t'as toute la conception et après t'as de la création pure et dure. Donc au début on conceptualise, ok, qu'est-ce qu'on va faire de ce concept-là, qu'est-ce qui va se passer, et puis après Henriette, elle habite à 30 minutes de Paris et elle fait tous les décors à la main, et je trouve ça incroyable. Fou, et c'est ce que j'adore chez Ephémera et que je veux pas qu'on perde, c'est qu'on a un côté hyper authentique, et ça donne du charme au lieu. On n'a pas d'architecte, on a juste un très bon studio immersif qui nous gère toute la partie vidéo-projection parce que c'est très technique, mais après il y a un côté hyper humain. Ça se sent. Ouais, j'adore ça moi. Ouais. Je sais pas, je crois qu'on fait les choses tellement avec le cœur. Henriette, c'est comme ma mère. Comment tu l'as rencontrée, Henriette ? Par le biais d'un partenaire à l'époque à Lyon, quand on avait fait des plantes sur le thème Avatar. Mais ça avait mal commencé parce que la commission de sécurité de la Pardieu voulait enlever toutes les plantes, tous les décors d'Henriette pour une question de sécurité, parce que c'était pas assez... comment elle dit ça, inifigé. Ok, ouais, pour éviter que ça prenne feu, quoi. Ouais, exactement. Okay, ouais. Et du coup, la première fois que je l'ai rencontrée, elle me détestait. Elle m'a dit, ça fait 3 mois que je bosse sur ton concept et là on est en train de m'enlever tout mon travail. Et Henriette, c'est une nana qui fait les choses tellement avec le cœur. Enfin, elle met du cœur dedans, et donc ça avait mal commencé. Et je lui ai dit, écoute Henriette, on va devoir se revoir et il va se passer plein de choses très cool. Et donc et maintenant, je pense qu'elle travaille à 95% pour nous, hein, parce qu'elle avec toutes les ouvertures elle du a coup. trop de travail. Parce que du coup, tu lui donnes le thème et tu lui donnes un peu carte blanche sur ce qu'elle peut faire. Ouais, totalement. Après, évidemment, on est au milieu et clairement, tout, mais globalement, tu vois, il y a elle lance, moi je le dis haut et fort, les restaurants c'est Henriette, quoi, tu vois. Incroyable. Ouais. Et tu parlais un peu de Lina, tu parlais d'Henriette, moi je serais curieux de voir un peu ta vision du recrutement, en fait, la métier de la restauration. J'imagine que c'est pas mal d'humains. Ouais, c'est pas mal d'humains, c'est beaucoup d'humains. Beaucoup d'humains, ouais. Ouais. C'est quoi ta vision un peu du recrutement ? Je crois que vous mettez, je regardais sur ta page Welcome to Jungle là, de recrutement, tu mettais genre méritocratie, pépite, drive, enfin je sais plus exactement les mots. Ouais. Comment tu trouves les gens avec qui tu bosses ? Comment je les trouve ? Je pense que alors je dirais qu'il y a plusieurs types de profils déjà. T'as toute la partie opérationnelle, et ça c'est mon DRH Vincent qui est brillant, qui gère toute cette partie-là, et du coup honnêtement je pense qu'on n'a pas de recette miracle. On recrute comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on met des annonces, et puis après on a un process de recrutement un peu particulier. Tu as une journée d'essai, pour quand même voir si en fait ça colle. Et deuxième chose, après il y a le siège. Alors j'aime pas dissocier les deux parce qu'en fait on est la même équipe, mais sur le papier c'est pas les mêmes profils. Et là sur le siège, je suis pas mal en charge de recrutement moi, parce qu'on est encore aujourd'hui petit. On est une 15aine au siège. Et donc je suis pas mal en charge du recrutement, et donc comment je fais, j'ai plusieurs stratégies. Je tape dans mes potes, j'avoue je débauche parfois, mais c'est comment de bosser avec des potes ? Est-ce que tu avais des appréhensions, etc. Ou est-ce que genre dès le départ tu savais que ça allait fitter ? Alors je pense que tu peux pas travailler avec tout le monde. J'ai des amis que je pourrais embaucher demain, mais je sais qu'il faut pas le faire parce que ça fitterait pas. Maintenant honnêtement c'est une des meilleures décisions de ma vie de travailler avec Lina par exemple. Enfin même Florio que tu connais, qui est mon directeur des opérations. Enfin c'est vrai qu'on est amis, on se connaît avant le travail en perso. Et je crois que quand t'as des personnes, quand t'es transparente dès le début en leur disant voilà, si tu viens dans ma boîte il va se passer ça, et quand t'es aligné, quand t'as de la communication, quand t'as des valeurs un peu communes, et quand t'es face à des gens intelligents, je crois que tout se passe, tout se dit. Maintenant ça fait 3 ans que je travaille avec Lina, ce qui est quand même assez gros, sachant que la boîte a 4 ans. Je sais pas ce qui se passera dans les 3 prochaines années, mais j'ai honnêtement pas trop de doute sur le fait que ça va continuer à se passer extrêmement bien. Mais c'est vrai que tout le monde m'a toujours dit c'est une énorme connerie. En fait, je vois beaucoup plus les points positifs que les points négatifs. À côté de ça, je trouve que c'est un bonheur monstrueux de travailler avec quelqu'un qui est ton ami avant toute chose. Donc en fait, Lina, honnêtement, elle m'épaule. Enfin, tu vois, quand j'ai des downs, parce que ça fait partie de la vie de tout le monde et d'un entrepreneur, bah en fait, je l'appelle et c'est ma meilleure amie. Et en fait, elle oublie que c'est ma salariée. Et du coup, je trouve que les points positifs vont
sont tellement fous par rapport aux points négatifs. Le plus gros point négatif, il est simple, c'est de perdre la relation de manière globale, en perso et en pro. Mais comme je te dis, je crois qu'avec de la communication et en fait, si on se dit tout et si on est honnête, je crois qu'il y a tout qui passe. Après, je suis peut-être là, tu vas me dire, j'étais peut-être dans le monde des bisounours, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche pas bien. Pour l'instant, ça marche très bien. Et je crois que c'est ce qui fait qu'on va vite et on le fait bien. Parce que j'ai des personnes extrêmement investies et c'est comme leur boîte. La réalité, c'est que Lina, je suis pas sa boss, Florio, enfin, il y a un truc où on est ensemble. Donc c'est très cool. Ouais. Tu le sens quand tu leur parles, tu sens que c'est, tu vois, la mission, ils l'incarnent aussi presque. C'est leur boîte, enfin, tu vois, c'est clairement. Trop bien. Toi, à titre perso, comment tu te décompresses, comment tu sors un peu d'éphéméra parfois et... Enfin, j'imagine que c'est ta boîte, tu dois y penser jour et nuit. Ouais. Mais comment parfois tu arrives à couper un peu, être ressourcé et revenir, tu vois... Écoute, je prends pas mal de vacances. J'en ai très peu pris au début. Depuis, alors en fait, je vais te dire la vérité. Il y a 6 mois, ça faisait 1 an que j'avais pas pris de vacances et je me sentais mauvaise dans mon travail. Je me sentais pas à la hauteur. Je manquais de créativité et c'est ce sur quoi moi j'aime bien en tout cas. Et je voyais que j'avais plus d'idées, tu vois, que j'étais... Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi la solution ? J'en ai même parlé à ma psy et elle m'a dit, prends des vacances. Okay. Je suis partie, je suis revenue mais en furie. Ah ouais. Mais c'est hallucinant, j'étais pas la même personne. Okay. Et je me suis dit, en fait, t'as peut-être une personnalité qui fait que tous les 2-3 mois, faut que tu partes une semaine, tu vois. Et ça me ressource, je prends du recul et c'est là où j'ai plein d'idées. Alors les vacances, c'est pas des vraies vacances dans le sens où évidemment je pense à éphéméra, mais j'ai plein d'idées. Et donc je pense que c'est ça ma clé. Je fais un peu de sport, je fais un peu de foot de temps en temps et je fais un peu de méditation, de yoga, des choses comme ça. Ça me fait beaucoup de bien. Excellent. Et j'essaie de couper le soir. Mais j'ai pas de recette miracle. Non, mais je pense que chacun a un peu son truc, mais intéressant. Mais les vacances, je crois que c'est vraiment ma recette. Tu vois. Enfin, en tout cas, c'est... Tu pars loin, Ouais, je pars loin. Je pars loin et j'ai surtout besoin, tu vois, d'être genre sur une plage en fait. Et tu chill. Et pendant 4 heures, je suis assise et on a l'impression que je suis bizarre, mais je sais pas, j'ai des idées parfois. Ok, trop bien. Voilà. Tu parles pas mal d'expérience que tu veux un peu offrir, je pense un peu à tes employés, à tes clients. Toi, c'est quoi l'expérience qui t'a marqué en 2024 à titre perso en tant que cliente ? Je sais pas, un truc qui t'a mis une claque, quoi, tu vois. Mais c'est pas forcément dans la foule, tu vois. Tu sais quoi ? J'ai fait, avec Anaïg, on est parti l'année dernière. On était en 2024, c'était peut-être 2023, c'est pas grave, est-ce que ça passe ? Ça passe. On est parti à Orlando, faire tous les parcs Disney pendant 3 semaines pour tout analyser. Excellent. Et j'ai fait, on a fait l'expérience Avatar, qui est hallucinante. C'est une folie ? Ouais, c'est vraiment hallucinant. Tu te mets sur tu sais, c'est l'oiseau là, dans le film Avatar. Ouais. Tu te mets dessus, il est maquetté quoi, et tu mets des lunettes. Et en fait, c'est hallucinant. C'est pas juste de la 3D, tu vis vraiment un truc de fou. T'as l'impression de voler. Enfin, c'est hallucinant. Incroyable. Il y avait 2h30 de queue, donc. Mais apparemment, ça a été un gros buzz quand c'est arrivé aux US. Ça m'a vraiment marqué. Voilà. Il y a d'autres gens qui lancent des restos immersifs en France ou dans le monde ? Alors, honnêtement, moi, je pense pas. Alors, on n'est pas du tout les pionniers de l'immersion. On n'a rien inventé. En revanche, nous, on a un créneau particulier où on est sur ce côté divertissement hyper accessible. Mais Paul Perret, on est le pionnier pour moi. Il y a 10 ans, tu vois, sur quelque chose d'extrêmement sur la table immersive, hyper. Apparemment, c'est dinguissime. Je rêve de le faire. En revanche, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent. Oui, oula, pardon, j'ai cassé le micro. Je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent. J'ai vu un resto à Dubaï. Il y a des choses qui arrivent. Mais même pas que dans la restauration, tu as des salles de sport. Enfin, tu sens que l'expérience est quand même au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour toi et Ephéméra en 2025 ? Parce que du coup, le podcast, c'est en décembre 2024. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Alors, beaucoup d'amusement, beaucoup d'apprentissage. Alors, avant toute chose, si je dois mettre un premier truc, c'est évidemment la santé, parce que sinon, je vais rien faire du tout. Et c'est tellement important. Comme je te disais, l'apprentissage, l'amusement, le partage, l'expérience. Et j'espère de tout cœur, en tout cas, de toujours m'améliorer dans mon job de dirigeante, tu vois, on est loin d'être parfait, mais de me dire que on sera là s'il sort en 2025, normalement, s'il sort en décembre, normalement, on est 400 dans la boîte, incroyable. 350, donc j'espère en tout cas que ces gens-là sont bien chez moi, et donc ça, c'est ce que je me souhaite, et ce que je souhaite à Anaïg aussi, parce que c'est important, on est deux, on est en duo, c'est aussi la santé. et c'est aussi, je sais qu'elle a beaucoup besoin d'apprendre, donc c'est trop bien. Faut qu'on continue d'être sur cette voie-là. Et je pense que quand tu t'éclates, en fait, derrière, il y a tout qui découle. Et je crois que toutes les deux, on porte Ephéméra à fond parce qu'on est hyper passionnés par ce qu'on fait. Mais vraiment, honnêtement, la restauration, moi, ça me
toutes les deux, ça nous transcende. Donc, je nous souhaite à toutes les deux, plus qu'à moi, je nous souhaite encore full amusement. Trop bien, je te le souhaite. J'ai eu beaucoup de mal sur cette dernière question. Non, c'était très bien. Je suis très content que ça finisse là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'on a ressenti un peu ce que je voulais dire. Ouais, complètement. Écoute, merci beaucoup, Jade. Merci à toi, tu rigoles. C'était un plaisir. C'était très cool. On peut te suivre sur Insta. On peut suivre Ephémera sur Insta. On peut suivre Ephémera sur Insta. On peut suivre Anaïg sur LinkedIn, sur Insta. Ouais. Et oui, moi, mais après, oui, si tu veux. Si tu peux me suivre sur Insta, mais je poste pas beaucoup. Ok, très cool. Merci, Jade. Merci beaucoup.